Merci à tous d'être là. Donc, dans le cadre des conférences trimestrielles, aujourd'hui, on a la chance d'accueillir donc Ludovic Chorgnon, qui est un sportif de l'extrême et qui va nous parler de sa motivation à toujours pouvoir pousser plus loin ses limites. Et puis, ça peut être aussi inspirant pour chacun d'entre nous. À toi la parole, Ludovic. Merci beaucoup, merci à tous de m'accueillir. Je vais commencer juste par un petit détail technique. Vous allez avoir un écran avec des photos, je n'en commenterai aucune. Elles ont presque aucun lien, c'est juste pour que vous compreniez mon environnement et que vous arriviez à mettre des images sur les mots que je vais utiliser un peu tout le long. Voilà. Alors je lance ce premier diaporama, hop, c'est parti. Donc je m'appelle Ludovic Chorgnon, j'ai 52 ans, je suis tout jeune. Et puisque dans ma tête j'ai à peu près 20 ans et je suis marié, j'ai 3 enfants, je vis à La Réunion, donc là en ce moment j'ai très froid mais ça va bien se passer. Je vis à La Réunion, j'ai une entreprise depuis 13 ans et avant j'étais directeur de projet, j'ai travaillé dans une multitude d'entreprises de toute taille, on va dire de 10 à 60 000 personnes avec à peu près toutes les tailles. Et j'ai fait beaucoup de liens dans ma vie entre ma vie familiale, sportive et professionnelle, et du coup c'est un peu ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. J'ai absolument aucune leçon à vous donner, donc je vais vous parler d'une de mes aventures pour essayer de mettre en avant un thème, et puis je répondrai volontiers à toutes vos questions. L'idée c'est sûrement pas de vous vendre quoi que ce soit, ni la manière dont je l'ai fait. Peut-être juste d'éveiller des pistes à gratter pour vous, parce qu'elles font écho chez vous, ou peut-être que vous y avez jamais pensé, etc. Voilà. Si vous m'offrez le bonheur de réfléchir différemment à votre vie avec vos ambitions, et ben, je pense que j'aurais passé un bon moment. Voilà. Mais on va passer un bon moment. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai une entreprise et accessoirement, je fais un petit peu de sport. Alors, mon sport, pour faire court, est un petit peu extrême. Donc, j'ai fait plus de 70 Ironman dans ma vie. J'ai traversé l'Himalaya en courant, donc c'est plus de 900 km. J'ai couru sur le cercle polaire plusieurs fois, dont une fois plus de 300 km non-stop en autosuffisance. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai couru une bonne trentaine de fois à plus de entre 5500 et 6200 mètres d'altitude. J'ai traversé beaucoup de déserts. Jamais assez, parce qu'il y en a toujours d'autres à les conquérir ou vivre, tout simplement. Bonjour. Et j'ai fait un petit triathlon de Londres à Paris. Donc on partait du centre de Londres, on courait 140 km, on traversait la Manche à la nage parce que c'est beaucoup plus économique que de prendre le bateau, ça fait 65 km de nage, et puis 300 km de vélo pour rejoindre Paris derrière. Voilà, ça c'est un petit peu mes aventures, ou ma vie, ou ce qui me passionne, ou ce qui me fait vibrer. Et puis, accessoirement, parce que c'est réellement très accessoire, je suis détenteur de 8 records du monde. 6 en triathlon, 1 en marathon, depuis peu, et 1 en natation. Voilà. Je cherche absolument pas les records, ça fait pas partie de mes motivations, et on parlera de motivation, mais bon, des fois, elles font partie du parcours ou du cheminement. Et voilà. L'idée du jour, c'est de vous parler d'un défi impossible, parce que vraiment il y a quelque chose j'ai un très gros défaut pour la société française en tout cas, c'est que je suis ambitieux et que j'aime bien le dire. Donc quand je me lance dans un projet, qui soit familial, associatif, professionnel ou peu importe, j'arrive pas à l'imaginer modestement, pas pour flamber, juste pour moi, parce que c'est mon état d'esprit à moi. J'ai envie de me donner au maximum ou de pas me donner du tout. Voilà, je suis un peu binaire sur ce sujet-là. Et donc là je vais vous parler d'une petite aventure qui m'est arrivée en 2015, pas très loin d'ici, à Vendôme, puisque j'ai vécu 25 ans à Vendôme avant de partir vivre à La Réunion, et je me trouvais avec des clients, des amis, des gens en général. Comme vous le savez, le Loir-et-Cher c'est complètement perdu, personne ne veut y vivre, c'est horrible. On n'a pas de chance, parce qu'en fait, si, c'est tellement beau, mais personne ne le sait. Voilà. Et donc j'avais des clients, l'herbe est toujours plus verte ailleurs,
S'ils avaient été ailleurs, ça aurait été plus facile, parce que dans le Loir-et-Cher, on n'a pas, je sais pas quoi, on n'a pas l'autoroute qui passe en plein milieu de Vendôme. Enfin voilà, comme il y en a absolument partout, quoi. Donc je côtoyais des gens qui avaient que des problèmes. Et je me suis dit, maintenant tu as deux solutions. Soit tu te mets à pleurer avec tout le monde, et comme ça tu es dans la mouvance, tout va bien, tu vas rajouter ta petite couche. Soit tu vas te lancer dans un projet et tu vas leur prouver qu'en fait tout ce qui nous arrive, ça ne dépend que de nous. Voilà. Ce qui est un petit peu ma philosophie et ce que je compte vous partager et vous expliquer. Alors on va mettre les petites photos qui vont bien. Excusez-moi avec mes lunettes de vieux. Les lunettes me trahissent. Hop. Alors je me suis dit, bon ok, il faut que tu fasses quelque chose. Tu es organisateur d'événements sportifs, tu es sportif, tu es directeur de projet. Bon, allez, normalement tu vas créer un événement où on va parler du Loir-et-Cher. Très vite je me dis, ok, je me lance dans cette aventure-là. Ça va être ma façon de leur montrer qu'on peut agir et que tout dépend que de nous. Donc je me dis, bon, le plus simple, ça va quand même de faire un défi sportif, parce que vu ma passion et mon niveau, je pense que ça va pouvoir se gérer. Donc je me dis, bon allez, qu'est-ce que je vais faire? Je commence à regarder ce qu'il y a comme record du monde et tout, et je me dis, ça c'est pas mal et tout. Mais c'est de la course à pied. Et je me dis, là, direct, je vais avoir comme opposition, ouais, mais si le mec il est bon, ou il a tel truc, donc ça me correspond pas, parce que lui il a telle facilité. Voilà. Donc je dis, si je fais un truc dans mon sport, déjà on va me dire que j'avais des avantages. Donc je me dis, je vais prendre un autre sport qui est pas le mien, je vais faire du triathlon. Plusieurs avantages au triathlon. D'abord, c'est pas mon sport de base, même s'il y a de la course à pied. Et puis ça permet d'avoir 3 sports différents et d'emmener beaucoup de gens différents avec des attraits différents sur ce sport. Donc je me lance dans le triathlon, je regarde ce qu'il existe et là je tombe sur un record. 10 Ironman à l'époque, c'est vieux. 10 Ironman en 10 jours. Donc un Ironman, oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un Ironman c'est un triathlon, donc ça consiste à nager 3 km 8 enchaîné avec 180 km de vélo et à terminer par un marathon, donc 42,2 km à pied. Ça, c'est le format qu'on appelle Ironman, ou XXL, suivant les formules. Et donc, je me dis, bon, 10 Ironman en 10 jours, c'est bon. Donc, là, ce que je vous dis, c'est beaucoup plus rapide que ce qui se passe dans ma tête. Instantanément, je l'ai battu, ce record. Donc, je dis, ok, je vais le battre. Je vais en faire 11. Et je dis 11, je vais battre le gars qui... Enfin, je vais intéresser le gars que j'ai battu, quoi, mais pas plus, quoi. Comme c'est pas mon objectif, ça sert à rien. Je vais en faire 15, ouais, je vais faire un truc fou, je vais en faire 20, quoi. Je me lance, je vais doubler son record, quoi. Et là je me dis 20, je vais intéresser ses potes, peut-être mes potes. Pas assez ambitieux ce truc-là, je vais carrément tripler, quoi. C'est juste un record du monde, donc je vais le tripler. Je vais faire 30 Ironman en 30 jours. Quoi. Voilà. 30, là, je dis, quand même là, je vais toucher du sportif et tout. Et en fait, je m'en fous. Moi, ce que j'ai envie de toucher, c'est la mamie qui est je sais pas où, le chef d'entreprise, les enfants. Voilà, je veux leur faire voir que ça dépend que de nous. Quoi. Je dis, donc, on va pas être la moitié d'ambitieux, quoi. On va faire 40. Voilà, 40, c'est bien. C'est juste quadrupler un record du monde. Ça paraît élémentaire de quadrupler un record du monde. Je dis, là, j'aurais un peu d'écho. Normalement, je devrais toucher et des gens et des médias. Encore une fois, pas pour moi, mais pour leur montrer, pour quitter un peu la carotte, qu'on peut effectivement faire parler du Loir-et-Cher et que ça ne dépend que de nous. Et puis je me dis 40, là je vais m'auto-licencier, parce qu'une de mes activités aujourd'hui, c'est la communication. Et je me dis, si tu habites dans le 41 et que tu en fais 40, c'est licenciement pour faute grave. donc je me dis, je vais en faire 41, et là, parce que qu'est-ce qu'on va me dire ? Mais pourquoi t'en fais 41 ? Bah ça tombe bien, je voulais te parler que j'habite dans le Loir-et-Cher. Voilà. Donc le mec il a fait 41. Voilà. C'est beaucoup plus mémorisable 41 que 40, que 10, 20, 30. Voilà, ce qui aurait pu intéresser quelques-uns. Je dis voilà, c'est. Voilà. Donc, ce que je viens de vous expliquer là en 1 minute 30, je sais pas, ça a été une fraction de seconde dans ma tête en fait. C'était gagné d'avance. Donc moi dans ma façon d'avancer, quand quelque chose fait écho en moi, c'est-à-dire que je suis pas à me dire l'autre je lui montrais quoi, comment ça me sert, comment je le revends, comment machin. Si ça fait écho en moi, c'est d'office, c'est gagné, c'est fait. Voilà. Il reste après la phase comment je vais déployer mes ressources, comment je vais progresser, comment je vais me préparer, comment je vais adapter, comment
comment je vais faire. Mais c'est déjà dans ma tête, c'est fait, quoi. C'est pas, ce serait bien, ou faudrait, non, ça n'existe pas, ces mots-là. Vraiment, je suis tout de suite dans mes ressources, j'utilise mes ressources, c'est fait. Donc maintenant que c'est fait, tu t'es engagé vis-à-vis de toi-même, parce que je l'ai encore dit à personne à ce moment-là, eh bien tu vas trouver la manière de réussir. Et donc, voilà, je me retrouve avec 41 Ironman à faire en 41 jours. Très rapidement, comme ça fait 9266 km à parcourir. Ça ne m'effraie pas plus que ça. Et à votre avis, qu'est-ce qui a été le plus dur à faire finalement? Pardon? C'est une question très fréquente et c'est un sujet que j'ai effectivement beaucoup travaillé. Les prévoir. Pardon? Les prévoir. Prévoir quoi? Les organiser de manière ah oui, logistique. Ouais, les organiser, la logistique, effectivement, ouais, c'est pas simple. On s'est arrêté à 41. Yes, c'est génial, vous avez déjà tout lu de ma conférence. Parce qu'en général, on me dit « Ah, ça doit être dur, les entraînements, le machin, un truc. » Et franchement, moi, il y a d'autres athlètes, à un moment quand on court 8 heures, 10 heures, 12 heures, 15 heures, il n'y a plus de différence. Vous voyez, c'est pas... Quelqu'un qui court jamais et qui passe à 1 heure, c'est un gros gap. À un moment, quand c'est notre mode de vie, même si on doit courir 40 heures, moi j'ai couru une fois 110 heures. Voilà, 110 heures. Je suis arrivé, j'ai dansé, voilà, ça fait partie de quelque chose qu'on sait faire. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et au final, la préparation physique, c'est pas parce qu'on sait faire qu'elle va se faire toute seule. C'est juste que c'est pas le vrai problème en fait. Faut réfléchir différemment. Alors je vais vous donner une de mes astuces qui est originaire parce que je mélange beaucoup mon métier avec ma vie, mes autres vies en général. Moi je suis informaticien à la base et il y a un terme qu'on utilise dans la gestion des systèmes d'information, c'est un SPOF, Single Point of Failure. C'est-à-dire qu'un seul élément de faiblesse ou un seul élément, une seule faille, ça remet tout en cause. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des serveurs, des sauvegardes, des machins, des trucs. Il y en a, il arrive avec sa clé USB, il met le virus dedans. Il fallait pas autoriser avec la USB. Voilà, c'était juste ça. Vous aviez fait des trucs extraordinaires, des sauvegardes dans tous les sens. Mais il y a plein de petits détails qui font que on peut mettre un projet en vrac, et ça s'appelle un SPOF en informatique. En tout cas, dans mon langage, c'est bien ok. Maintenant, comment je vais faire pour être à la hauteur de mes ambitions et ce qui a été instantané dans ma tête, à savoir que j'allais réussir. Et en l'occurrence, effectivement, la première question que je me suis dit, c'est est-ce que ma femme et mes enfants vont se poser des questions? Est-ce qu'ils seraient juste peut-être inquiets, parce qu'ils ont le droit finalement, et pas juste dire ah oui chérie, je suis pas là pendant 41 jours, mais t'inquiète pas, je reviens, ça va bien se passer. Et les enfants, vous m'envoyez un mail, tout ça, quelqu'un me les lira. Ça fait partie des choses que j'ai travaillé dès le début. C'est de me dire, ok, est-ce que ma famille a des questions déjà? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi je veux le faire? Parce que s'ils adhèrent pas, au final, je me dis, peut-être que mon message n'est pas bon. Donc quand ils ont compris pourquoi je me lançais dans ce projet-là, et ça a déjà été important. Toutes les questions qu'ils ont eues auxquelles j'ai absolument pas pensé, ça a été vraiment le premier pas que j'ai fait dans la réussite, c'était de me dire ok, ma famille est ok, elles ont des questions, on va laisser la porte ouverte même longtemps, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui peuvent arriver derrière, et je vais répondre à tout ça pour que tout le monde vive bien cette aventure. Ça peut pas être, moi je m'engage pas dans un truc où je traîne ma peine, quoi. Voilà, où j'ai des problèmes. Il faut que je sois serein, ça fait partie de ma performance, et je pense de la performance de chacun, c'est qu'on a d'autres vies et elles sont malheureusement pas imperméables. On n'arrive pas là en ayant posé le costume même si on essaye d'oublier, on est des parents, on a des engagements divers et variés, on a des parents, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que on n'arrive pas, on pose pas son costume, on en reprend un autre derrière et tout. On n'est pas imperméable. Donc moi, pour être performant, j'ai besoin d'être bien dans toutes mes vies. Nous avons besoin d'être bien dans toutes les vies. Deuxième chose, j'ai une entreprise à ce moment-là, que j'ai toujours, et je me dis, alors ok, je vais envoyer un message à tous mes clients, écrivez-moi vite, parce qu'après je suis pas là pendant 41 jours, mais rassurez-vous, dans 42, peut-être 43 si je suis fatigué, je m'occuperai de tout ça. C'est pas leur problème en fait, c'est pas leur problème du tout, donc c'est mon problème de me débrouiller qu'ils vous aient rien vu, sauf s'ils regardent les médias, ils ne doivent même pas savoir que je suis pas là en fait. Voilà. Donc ça veut dire que dans l'anticipation,
Je me suis dit, si moi je veux être bien, il n'est pas question qu'à un moment je me dise, ah là, si tu perds un client, ou si l'autre il est juste insatisfait, parce que rien que de savoir que j'ai un client qui est insatisfait, moi ça va me rendre vraiment pas performante du tout, du tout. Donc comme je veux m'éviter ça, en fait, eh ben, j'ai commencé à travailler sur mes clients. Et puis voilà. Donc j'ai travaillé sur tout mon environnement personnel qui me permettait de me sentir, en tout cas, bien, pas définitivement bien, parce qu'il y a encore, la vie évolue, il peut y avoir plein de choses, mais en tout cas d'avoir éliminé un maximum de choses qui allaient me permettre de me rendre performant, ou de rester à mon niveau à minima. Et puis après est venu le vrai projet, quoi. Donc le vrai projet, en clair, c'est 153 000 euros. Donc ça c'est super simple en fait. J'appelle un copain qui me fait un virement, ou deux copains, et voilà. 153 000 euros, quoi. Il n'y a pas un centime dans ma poche. 153 000 euros parce qu'il y a 250 bénévoles à payer, il y a 15 ou 20 arbitres à payer, enfin il y a la fédération à payer, il y a l'homologation à payer, il y a l'alimentation de tout le monde à payer, il y a les habits à payer, il y a le carburant à payer, il y a les assurances à payer. 153 000 euros, ce qui est que dalle, hein. C'est à la fois énorme si on regarde chacun d'entre nous, là, il n'y a pas beaucoup qui vont faire un chèque de 153 000, et en même temps ça fait moins de 4 000 euros par jour. Pour un événement où on accueille des centaines et à la fin des milliers de personnes, c'est que dalle. Maintenant, c'est 153 000 euros. Donc là, c'est impossible, quoi. Je ne vais pas trouver 153 000 euros, quoi. Et là, je suis jamais aussi fort qu'à ce moment-là, quoi. Ok, c'est pas possible. Alors, on va le faire. On va le faire, mais c'est pas, je vais pas faire toc-toc partout, chez le boucher, chez les grosses boîtes. Ah, c'est une grosse boîte. Ah, c'est quoi? C'est Eaton. Ah ouais, il doit avoir des... Sur combien? C'est bon, ils vont me faire un chèque. Ça marche pas comme ça, en fait. Ça marche pas comme ça. Donc là, je me suis dit, comment je vais pouvoir les convaincre, mais pas les convaincre de me donner de l'argent. En fait, l'argent qu'ils me donnent, c'est à partir du moment où je les ai convaincus de rentrer dans ce projet. En fait. Pourquoi ils viendraient m'aider? C'est quoi leur intérêt? Voilà. Donc dans ma façon de réfléchir, ça a été de manière, mais et comme on le fait en management, en fait. Il suffit pas de dire, ah, tu verras, c'est bon pour toi. Non. Il faut que les gens arrivent à se projeter, à comprendre pourquoi ils investiraient, pourquoi ils innoveraient, pourquoi ils changeraient quelque chose qu'ils font depuis 10 ans, pourquoi, etc. Et à partir de ce moment-là, ils s'engagent. Et quand ils s'engagent, on les arrête plus, en fait. Donc moi, mes partenaires, je leur ai expliqué que pour certains, parce que c'était pas pour tout le monde, ils allaient pouvoir recruter, faire parler d'eux, accueillir des collaborateurs, proposer du temps à des collaborateurs, enfin imaginer plein de choses. Moi, je leur faisais une palette, hein. Je leur disais pas qu'ils avaient besoin de ça. Je leur disais, voilà ce qu'on pourrait utiliser, ce que vous pourriez utiliser. Et voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée de vendre chacune des journées. Et chacune des journées, j'avais une tenue avec le logo du partenaire. Au lieu d'avoir une tripotée de partenaires que personne lit, à part le mec qui dit, regarde, c'est la photo là, c'est moi. Ce qu'on voit souvent en fait, hein. Des trucs, il y en a tellement de partout qu'on lit pas. Donc il y a l'athlète qui est content et le sponsor parce qu'il se voit et puis qui va zoomer la photo, mais personne ne l'a vu en fait. Et moi, ce que je leur proposais, c'est je leur dis, commence par faire différent en fait. Tu vas demander à tes collaborateurs ce qu'ils ont envie de vivre, ce qu'ils veulent faire, ou à tes clients ce qu'ils veulent faire, etc. Et donc j'ai créé un espace d'accueil pour tous les jours avec un traiteur juste pour eux, et j'avais une tenue juste pour eux, et je passais du temps juste pour eux, etc. J'ai pas pensé à me dire, j'ai pas commencé par me dire j'ai besoin de ça. J'ai commencé par me dire comment je vais emmener les autres en fait. Qu'est-ce qu'ils ont besoin eux, pas qu'est-ce que j'ai besoin à moi en fait. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin eux, maintenant on va essayer de fusionner nos chemins et d'y trouver un intérêt commun, quoi. Voilà. Et à partir du moment où on avance avec un vrai intérêt commun, tout le monde avance, quoi. Ça pousse, c'est même eux qui avaient plus d'idées que moi, hein, à la fin. Voilà. Donc j'ai trouvé, ça peut paraître ridicule, mais faire 9266 km, c'est beaucoup plus simple que de trouver 153 000 euros en 6 mois. Voilà. Et puis surtout que c'est en 6 mois, c'est pas une fois que je les ai 153 000 que je lance le projet. C'est que j'ai lancé le projet et il me fallait 153 000. Donc j'ai été lancé dedans en fait. Voilà. Mais j'avais tellement confiance en moi, dans le process et dans ce qu'on allait faire, et dans ce que j'allais pouvoir proposer, que même si j'avais pas encore les solutions, j'ai malgré tout lancé le projet. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager, de vous transmettre. C'est que je fais le point avec moi-même. Je suis pas là pour briller, pour dire ça va m'apporter ça, ou je ressemblerai à ça, etc. Par contre, quand j'ai ça dans les tripes, que je sais que quelque chose va marcher, j'ai pas besoin d'avoir la solution en fait. Je sais qu'elle va être dans le cheminement en fait. Je vais la trouver. Si on attend d'avoir une solution à tout,
attendre des années et des années et des années, quoi. Il y a un moment, il faut s'engager, quoi. Il faut s'engager en étant suffisamment confiant sur le fait qu'on n'est pas du genre à tenter n'importe quoi, qu'on fait pas ça pour briller, qu'on fait pas ça, etc. Si on est en accord avec soi-même, ça va marcher, quoi. Ouais. Et pour le coup, oui, j'ai trouvé mes 153 000 euros. Autre petit détail assez simple à résoudre, il faut 250 bénévoles. Donc là, je passe une petite annonce dans le BIP 41, cherche bénévoles. Non, ça marche pas en fait. Et accessoirement, les bénévoles, ils passaient la journée entière. Il y en a qui étaient là avant moi à 5h du matin pour le début de mon Ironman. Je les voyais le soir. Il y en a j'en avais presque honte. Il y en a qui ont annulé leur congé en fait. Parce ils étaient en phase avec ce dire. Mais oui, mais moi j'en suis fier de mon maraîchère. Mais je suis retraité, je suis obèse, je sais pas quoi, je m'en fous. Je peux participer quoi, en fait. Je peux être dans l'aventure. On est tous des ressources en fait. Il n'y a pas besoin d'être dans un moule pile poil, quoi. Et à partir du moment où les gens ont envie, on y arrive toujours. On arrive toujours à trouver des choses. Et pour le coup, voilà, il a fallu que je trouve 250 bénévoles. Et alors là, pour trouver 250 bénévoles, en fait, moi j'ai beaucoup joué sur la fierté qui m'animait, en fait, d'être Loret-Charien à l'époque, puis toujours un peu maintenant, même si j'habite à La Réunion. D'être Loret-Charien et de leur dire voilà ce qu'on peut viser, voilà ce qu'on peut faire, voilà pourquoi j'ai confiance, etc. Et là, ça a été pareil, c'est eux qui me retrouvaient d'autres bénévoles, c'est eux qui allaient en convaincre. Et encore une fois, j'avais presque honte, comme avec mes partenaires. En fait. Ils me poussaient, en fait. J'avais mis 1 euro dans la machine et ça s'arrêtait plus, en fait. Voilà. Si on arrive à transmettre de l'envie et du sens, évidemment, à ce qu'on va engager, on a des ressources, mais alors, vraiment absolument incroyables. Il y a eu plein d'autres problèmes en fait pour organiser ça. Il y a un truc qui s'appelle l'administration, qui est très très rapide et toujours très avenante, enfin, très moteur dans ce genre de projet. Alors pourquoi en 5 exemplaires et si parce que en 7, enfin voilà, il y a des dossiers, des gens rencontrés, etc. Je crois qu'on le sait à peu près tous, ça fait partie du cheminement, quoi. Donc, ça fait partie des efforts à faire, et quand un effort est seul, il ne nous intéresse pas particulièrement. Moi comme vous, on n'est que des humains, hein, on fait d'abord ce qui nous plaît, on est plus attiré par ce qui nous plaît que le reste. Pour autant, à partir du moment où on sait que c'est que ça a du sens et que je dirais que le travail au bout en vaudra la chandelle, forcément on accepte cet effort, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose dans le management qui m'a toujours accompagné. Et puis plus j'ai avancé dans l'organisation, plus j'ai avancé dans ces défis sportifs, plus j'ai modifié moi-même mon attitude vis-à-vis des équipes que j'avais quand j'étais salarié. C'est-à-dire que prendre le temps de donner du sens aux gens qui nous entourent, enfin, à ce qu'on fait, c'est hyper rentable. On est dans une société où il faut produire tant, machin, faut avoir rendu avant, c'est urgent, le mot génial. On se bat tous contre des moulins à vent quand on fait ça. Alors que quand on a donné du sens, mais c'est des gens qui organisent, c'est des gens qui préviennent, c'est des gens. Voilà, on a des ressources juste incroyables. Mais le donner du sens, c'est vraiment incroyablement fort. Alors ça, c'était, il a fallu que j'arrive à convaincre des politiques qu'ils allaient pouvoir briller en m'ayant soutenu, même si c'est pas du tout mes carottes, et que je me suis déjà engueulé avec 2 préfets, un ministre, à peu près tous les maires de Vendôme et des alentours. Quand j'avais un truc à leur dire, je leur disais, mais ils savaient à qui ils avaient, ils savaient le profil que je pouvais avoir, et que voilà. Par contre, si je leur disais ou je leur annonçais quelque chose, il n'y aurait pas de lézard là-dessus, quoi. En tout état de cause, ça s'est fait avec les administrations comme avec les autres. On a juste anticipé leur niveau de réactivité, et puis voilà. Il y a quelque chose qui s'est aussi passé, c'est de très important dans cette aventure-là. C'est que là, tout ce que je viens de vous raconter, c'est jeu. Et jeu, il sait pas faire, en fait. C'est pas Chorgnon, je suis pas magicien, en fait. Et je sais pas tout faire.
Il y a plein de choses que je ne sais pas faire et je suis très fier de le dire. Donc, faut savoir s'encadrer. Et en tant que manager, c'est s'encadrer et déléguer. Parce qu'il y a plein de trucs, c'est valorisant, on le fait. C'est chiant, on le donne. En fait, déléguer, c'est pas ça. Déléguer, c'est quand il y a des trucs chiants, on participe un peu. Et on se le fait à plusieurs. Et donner toutes les chances de réussir et prendre du temps pour que les gens puissent réussir à être autonomes, mais pas dire moi je sais le faire donc je vais le faire parce que j'aime bien ça. Non, si on veut que les autres progressent, il faut les former, il faut leur expliquer. Et il y a quelque chose que je vais vous inviter à retenir, c'est que personne n'a le lecteur pour regarder dans votre tête. Personne. Donc tout ce qui est clair dans votre tête, qui est évident, personne ne peut le deviner tant que vous n'avez pas pris le temps de l'expliquer. Et comme on est dans une société où il faut aller plus vite que son ombre, en général l'explication elle passe de côté, où on en donne la moitié, où j'ai envoyé un mail avec faire suivre. Tu liras les 10 pages, même s'il y a 2 lignes qui t'intéressent. Où moi j'ai l'habitude que ce soit aligné comme ça, que ce soit rangé comme ça, etc. Mais personne ne le sait. C'est mon habitude. Donc je ne vais pas me plaindre que les autres ne l'aient pas fait comme ça, puisque je ne leur ai pas dit. Ouais. Donc moi je me suis évertué à trouver une petite équipe d'une dizaine de personnes. Pardon. Excusez-moi. Et sur cette dizaine de personnes noyau fort, en fait, ça a été de dire, ok, qui s'occupe de tel thème et de prendre le lead, pas de gérer tout seul. Pas dire, maintenant tu as ton truc, tu te débrouilles, c'est pas ton problème, c'est notre problème. Déjà, j'ai réussi à les convaincre qu'on allait réussir ce projet ensemble, et c'est de dire, ok, tu prends le lead, donc c'est toi qui avance, c'est toi qui explore, c'est toi qui fais les synthèses, et maintenant on réfléchit ou on valide à nous tous, en fait. Voilà. Et donc ça a été super fort, parce que plein de gens que j'avais autour de moi n'avaient même, pour certains, jamais fait ce qu'ils ont fait, en fait. Ils sont venus me remercier après, mais je savais pas que je pouvais faire ça. Tout le monde peut le faire, en fait. À partir du moment où on t'a mis dans un contexte de réussite, qu'on t'a valorisé sans te taper sur l'épaule pour te faire plaisir, mais qu'on a valorisé ce que tu faisais, ce que tu progressais, etc., tout le monde, absolument tout le monde y arrive. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre chose importante dans cette petite aventure? C'est quelque chose qui est issu, je dirais, de mon milieu professionnel de directeur de projet, c'est anticiper. C'est-à-dire que moi, ma façon de gérer mes défis sportifs, c'est de prévoir tout ce que j'ai pas envie qui arrive. Je suis pas en train de penser au jour où je vais arriver avec les bras en l'air, la ligne d'arrivée, être embrassé par ma femme et mes enfants, faire voir ma médaille à je sais pas qui. Voilà, ça m'anime pas du tout. Par contre, je veux être prêt en toutes circonstances. Tout ce que je déteste, je vais le préparer. Je vais pas mettre les œillères, je vais le préparer. C'est-à-dire que je vais plutôt ouvrir les yeux. Ça, j'ai vraiment pas envie que ça arrive, quoi. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire déjà pour pas que ça se produise? Ça, c'est un peu votre métier, d'arriver à anticiper, enfin minimiser le risque, en fait, c'est ce que vous faites avec vos procédures. Mais il y a la phase 2, c'est-à-dire qu'il y a des choses, malheureusement, ça arrive, quoi. Même si on a mis les derniers tableaux électriques, il y en a qui prennent feu. Voilà. Le truc, pour moi, c'est de savoir réagir vite. Et quand on réagit vite, mon modèle, c'est les urgentistes. C'est des gens que j'admire et je leur arriverai jamais à la cheville, mais j'adore leur façon de faire, en fait. C'est-à-dire que quand on arrive sur un accident, la maman est morte, il reste le bébé, on pourrait tous pleurer sur la maman, quoi. C'est tragique. Mais il reste encore une chance de sauver le bébé. Ils sont programmés, ils ont réussi à s'entraîner, et c'est pas juste en ayant lu une mantra ou vu 2 phrases je sais pas où qu'ils réussissent ça, en fait. C'est de se préparer à ce qu'on n'a pas envie de vivre, mais par contre de maximiser ses chances de réussite. Bon, c'est un peu gore ce que je viens de vous raconter, mais dans l'idée, je me prépare à tout ce que j'ai pas envie. Le plus basique qui va arriver à vélo, ça va être la crevaison. C'est chiant, je suis le premier à hurler, mais je pense que je bats à peu près tout le monde. J'ai un niveau de nombre d'oiseaux qui volent extrêmement rapide et extrêmement nombreux. C'est pas parce que je vais hurler que ça va aller plus vite. Et puis, te rends compte, j'étais vachement bien, et si, ça, on s'en fout, c'est arrivé, t'es crevé. Soit tu passes ton temps à pleurer, soit tu répares plus vite que ton ombre. Donc je me suis entraîné à réparer plus vite que mon ombre, quoi. Voilà, tout simplement. Le truc que j'avais encore moins envie qui m'arrive, c'est de chuter. Pas de bol, ça m'est arrivé. Et alors là, je vais vous dire comment j'avais préparé. En fait, j'ai préparé 2 choses. À votre avis, j'ai préparé quoi par rapport à la chute? Les pansements. Ouais, pour ça c'est matériel, mais oui.
Et encore, je ne l'ai même pas préparé, j'ai délégué ça à mon médecin. Je dis, tu prévois juste que je puisse chuter. Ça a été une bonne piste, mais ouais, non, je suis pas assez bon. J'ai pas appris. Pardon ? Combinaison renforcée. Accepter que ça pouvait arriver. Très bien. Le premier truc, c'est, je me suis dit, de toute façon, si une fois que tu as chuté, tu pourras hurler, pleurer, dire que c'est la faute à je sais pas qui, machin, tu reviendras jamais en arrière, tu as chuté. Même si c'est pas de ta faute. Que ce soit de ta faute ou là pas, peu importe. Le constat, ça va être, est-ce que tu arrêtes ton défi là ou est-ce que... Voilà. Donc moi, dans ma tête, je me suis préparé mentalement à deux choses. Et après, physiquement, à une chose. Mentalement, je me suis dit, quoi qu'il arrive, il faut que tu réagisses vite, c'est arrivé. C'est indispensable. Et deuxièmement, il faut que tu considères que ça pourra pas te gêner, c'est même limite une opportunité en fait. C'est une opportunité parce que quoi qu'il arrive, mais je dis bien quoi qu'il arrive, je dis pas quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je vais faire ces 41 Ironman. Je vous l'ai dit là, depuis le début de la conférence, il n'y a pas un millième de seconde où je me dis j'ai mal là, ou s'il m'arrive ci, jamais, c'est pas possible. Voilà. À partir du moment où j'ai switché sur ça va se faire, je vais le réussir. Maintenant, c'est qu'est-ce que ça va me coûter en effort, en organisation, en préparation, etc. Et donc, je me suis préparé à me dire, ok, si ça t'arrive, il va falloir que tu acceptes, premièrement, et deuxièmement, que tu saches réagir très vite. Et troisièmement, que tu prépares les gens si tu n'en es pas responsable. Donc, j'ai préparé les gens, j'ai écrit un courrier, par exemple, à toute mon équipe médicale pour leur expliquer que peu importe ce qui m'arrive, le pire des cas étant que j'y reste, mais là j'aurais perdu mon pari si j'aurais pas fait mes 41 Ironman. Si j'y reste, c'est pas de leur faute. C'est quand même moi l'initiateur du projet. J'en ai parlé à ma femme et mes enfants, on est tous d'accord, on s'est lancé. J'ose bien imaginer que des médecins bénévoles, des kinés, enfin tout type de soins, ils vont pas prendre ça à la légère, donc ils vont faire le maximum de ce qu'ils savent faire. Donc si j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Mais c'est important de leur exprimer, même si c'est ma pensée. Et donc je l'ai écrit, j'ai envoyé un courrier à toute mon équipe médicale. Ils avaient tous un courrier comme quoi j'étais absolument persuadé qu'ils feraient le maximum puisqu'ils étaient engagés dans cette aventure. Donc si ça arrivait, voilà, que déjà ils se déstressent par rapport à ça. Deuxièmement, j'ai dit à tout le monde, on ne cherche pas de coupable. On aura beau avoir un coupable, lui taper dessus, montrer du doigt, faire ce qu'on veut. Ça ne me fera pas revenir 10 secondes en arrière avant la chute et changer de stratégie. Donc il faut plutôt que je m'occupe du reste. Et puis, donc ça c'était sur l'aspect psychologique, sur l'aspect mécanique, physique. En fait, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres de vélo à une jambe, de nage à un bras, pour de vrai. Et quand je dis des kilomètres, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres. C'est-à-dire que personne ne peut aimer le vélo à une jambe, quoi. Je vous garantis que je voulais faire 180 bornes à une jambe, c'était pas un problème. Voilà. J'avais aucune envie de le faire, mais physiquement, j'étais prêt. Ce qui est là que dans ma tête, j'avais éliminé le fait que ça puisse me bloquer. En fait. Voilà. Nager à un bras, c'était pas possible. Vous avez dû voir sur certaines photos où j'ai un pansement sur le truc, là, sur un poignet. En fait, au 21e jour, il m'est arrivé quelque chose de génial. Un accident. Je suis en pleine bourre, tout va bien, voilà. Et c'était une boucle à vélo donc, à faire. Et à chaque fois que je finissais ma boucle, on me ravitaillait, on me checkait au niveau médical et je repartais. Et j'avais une voiture ouvreuse, des vélos qui me suivaient derrière et une voiture derrière. Et la voiture ouvreuse, donc elle est devant, elle s'arrête. Et moi, je suis dans mon euphorie, en fait. Dans mon euphorie. C'est-à-dire que c'est moi qui suis euphorique, c'est pas les autres qui ont un problème. Je repars plus vite que prévu, sans rien dire, parce que j'ai des jambes et que je leur dis j'ai envie de me faire plaisir. C'est mon problème. Et là, le gars qui est bienveillant, qui est dans le 4x4 et qui devait m'ouvrir, il voit que je suis parti. Il stresse. C'est-à-dire que lui, il est là pour m'aider, il prend des journées pour moi, et il se voit que le mec, il est parti, donc il se dit, ça va être de ma faute et tout. Donc il me double, il repasse devant pour assurer son rôle, et on doit tourner dans une toute petite rue à gauche au départ après le ravito, là. Et là, faites exprès, donc il y a un stop, il y a une voiture qui arrive en face, les deux passent pas. Les deux piles, moi je suis lancé plein de balles dedans et je m'encastre dans ma voiture. Quand même pas de bol. C'est surtout ma faute en fait. Parce qu'il ne pouvait pas lire dans ma tête que j'étais euphorique, que j'avais décidé de gagner 10 secondes pour ce qui sert à rien. Enfin voilà, c'était moi le problème. Mais je vous garantis qu'il a fallu que je me défende, le gars. Tout le monde allait lui sauter dessus.
En fait, tout le monde était prêt, trop bon, machin, c'était pas payé, pourquoi t'as fait ci, voilà. C'est tellement sociétal de trouver un coupable et de s'occuper de ça plutôt que de se trouver une solution. Et voilà. Donc il a fallu d'abord que je le défende, et ouais, de toute façon on s'en fout, je suis prêt. Et puis en plus c'est de ma faute, et puis voilà, et donc maintenant on arrête tout et on continue, quoi. Voilà. Et donc j'ai passé 21 jours avec des soins matin et soir sur le poignet, j'ai nagé avec le bras comme ça, sans pouvoir me servir de ma main, et puis c'est rien en fait. Voilà. C'est comme, il y en a forcément parmi vous, et je veux surtout pas les pointer du doigt, mais vous l'avez entendu, de toute façon si c'est pas vous. Ah bon, je courais, j'aimerais bien, mais j'ai mal au genou, j'ai mon dos, j'ai je sais pas quoi, enfin on a tous quelque chose, quoi. Enfin, moi j'ai de l'arthrose comme tout le monde, enfin, voilà. Bah, si on se trouve une excuse, c'est bon, on arrête, quoi. Donc moi c'est, mais ok, tu peux courir avec une jambe de bois, ou tu peux faire je sais pas quoi, tu peux changer de chaussure, tu peux imaginer, enfin cherche une solution au lieu de te dire que tu as un problème et que c'est devenu ton excuse, en fait. Voilà. Et c'est très sociétal que le moindre petit problème devienne une excuse bloquante. Voilà. Donc moi je suis dans la démarche vis-à-vis de moi-même à me dire, mais quoi qu'il m'arrive, ça ne pourra pas être bloquant, quoi. Voilà. Et donc mentalement, j'ai fait une autre erreur, j'en ai fait des dizaines, hein, mais je vais vous en raconter une deuxième. Il y en a un qui me dit, mais pourquoi tu fais ça au mois de juillet? C'est sympa, je dis, il y aura plein de monde, c'est les vacances et tout, si on veut que les gens participent, ça va être génial, quoi. Et donc, ouais, il dit, mais non, en juillet il fait chaud, et là j'éclate de rire. Je dis, chaud à Vendôme, c'est 22 ou 23 degrés? Donc forcément, je suis un peu taquin en plus, donc voilà, je me dis, j'y vais, quoi, je vais chambrer, quoi. Et donc, voilà, premier jour 39, deuxième 42, troisième 40, et au plus bas, en 41 jours, on a eu 35. C'était une canicule en 2015, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, les gens me disent, ah, pour le pauvre, 39 degrés. Alors, j'ai ramassé, ça c'est sûr. Mais 39 degrés, il n'y arrivera jamais, machin. Et moi, vraiment, dans ma tête, hein, je me suis dit, mais c'est extraordinaire en fait. C'est un truc de plus que je leur prouver que c'est pas un problème. Voilà. Je ne sais pas encore comment je vais le gérer, forcément je vais ramasser, etc. Mais je vais passer. C'est juste un problème, enfin, c'est un aléa. Voilà. Si à chaque fois qu'il y a un aléa, on s'arrête, on va pas bien loin en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Dans les trucs classiques de notre société, il y a la critique, c'est assez simple. Donc j'ai eu des gens, mais alors, je vous l'ai fait très court. Moi j'ai déjà fait un marathon, le lendemain je ne pouvais pas marcher, donc le mec il est dopé. Ou j'ai déjà fait un Ironman, voilà. Donc ça c'est sûr, si le mec il n'arrive pas à le faire, l'autre il est dopé. Donc il a fallu qu'on organise un contrôle antidopage pour prouver que j'étais pas dopé. Voilà. Au niveau médical, comme j'avais absolument pas prévu de mourir, c'était pas dans mes ambitions, je me suis dit là, voilà. Alors j'ai eu d'abord, pour l'anecdote, j'ai un médecin, une femme, peu importe, mais un jour je reçois un appel, une dame que je connais pas. Il dit bonjour, je suis médecin, j'ai eu votre projet, c'est inadmissible. Voilà, vous êtes qui, vous êtes quoi? Je suis médecin et je vous le dis, c'est inadmissible. Le corps est pas fait pour ça. Je dis ah bon? Il dit ah non, le corps est pas fait pour ça. Et je dis bah bien, alors et du coup vous basez sur quoi? Parce que j'aime bien encore ma femme, mes enfants, ma vie aussi. Je vais pas me mettre en péril pour ça, quoi. Donc, et donc, il me dit non, mais le corps est pas fait pour ça. Je dis oui, mais concrètement, ah ben le corps il est pas fait pour ça. Oui, mais donnez-moi, d'accord, ben je vais le faire alors. Ok. En fait, si on écoute tout le monde, si on fait je sais pas quoi, s'il y a des arguments, moi je suis toujours prêt à les écouter. S'il y en a pas, j'ai pas de temps à perdre avec les on-dit, les habitudes, les croyances, etc. J'essaye d'être le plus objectif et factuel vis-à-vis de moi-même. Et donc, on a mis en place un protocole avec médecins, kinés, diététiciens, etc. Et ils ont tous appris des trucs qu'ils n'ont jamais vus à la fac, en fait. Voilà. Moi, il y a un marqueur qui s'appelle les CPK, un marqueur de fatigue. Je suis arrivé à 1000 fois la dose à laquelle on est mort. Et ça, c'est en fait la dose, elle est pour le nuage 2 points. C'est-à-dire, monsieur aime tout le monde qui ne fait pas le sport que je pratique, qui ne court pas 10, 15, 20, 30 heures, 100 heures. Donc ce qui est normal, j'ai rien de plus que les autres. C'est juste que dans le nuage de points, ils ne s'occupent pas des gogos comme moi, quoi. Donc on s'occupe de milliards de gens qui ont à peu près la même vie et on fait des nuages de points et on leur apprend et c'est très bien à la fac. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui a évidemment compris et joué le jeu et qui était bénévole là-dedans, qui s'est dit ok, là on va explorer des choses qu'on ne connaît pas, quoi. Et on va essayer de les factualiser, de les noter. Voilà. Donc
j'avais 2 bilans sanguins par semaine et un avant, un après les 41 jours. Donc avant les 41 jours, bilan sanguin, 5 pages, j'y comprends rien, il y a des trucs dans tous les sens, il y a que excusez-moi, il y a que le diététicien et le médecin qui s'amusent là-dedans, et il y a 2 chercheurs biologistes qui étaient avec eux. Donc ils ont des trucs là, on dirait des gamins devant un cadeau de Noël, ils sont super heureux, et tant mieux. Et donc ils voient plein de trucs, et je suis au top de ma forme. Physiquement, mentalement, biologiquement, enfin je peux pas être plus vert que vert, quoi. Tous les voyants sont parfaits. Et puis au bout d'une semaine, donc je suis déjà à mon 2e bilan, j'ai tous mes marqueurs de fatigue, les traces qu'on peut avoir, les machins, tout ce qui est dangereux, je suis mort. Voilà, c'est hors gabarit. Voilà. Mais ça reste évidemment, on ne prend pas ça à la rigolade du tout, mais ça reste sous surveillance par rapport à des essais qu'on a fait avant, des normes qu'on s'est données, etc., etc. Donc c'est sous surveillance. Ça, c'est au bout d'une semaine, je suis laminé. En plus, je me suis pris 39, 40 tous les jours, etc. Tout va bien. J'ai fait, à ce moment-là, je fais une déshydratation intracellulaire et de la rétention d'eau. Donc, c'est-à-dire que je suis gros comme bimandum et je suis complètement déshydraté. Et en fait, mon diététicien, en voyant ça, change mon eau, en fait, qui est trop salée. La ceinture, pour ne pas le nommer, que j'adore et qui va très bien dans tout, en fait. Sauf qu'à boire, comme il fait plus chaud, je bois plus. Comme je bois plus de sel, je retiens plus d'eau, etc., etc. C'est juste un aléa, quoi. Voilà. On n'a pas commencé à se dire « Ah, c'est vrai, il faut vite qu'il s'arrête, il va mourir. » Voilà. C'est juste de dire oh, on prend le temps, on objective le tout, et voilà. Donc là, je suis au top de ma forme. Je suis mort. Pas tout à fait, il me reste 2-3 neurones. Du coup, je ne suis pas complètement mort. Au bout de 15 jours, à votre avis, je suis comment ? 2 fois mort. Au bout de 15 jours, je suis revenu à mon état de la veille. Voilà. Ça, c'est juste quelque chose qu'il faut accepter pour ceux qui font du sport. Ça va vous paraître évident. Quand on commence un effort, peu importe son niveau, c'est dur. Puis après, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'adaptation, en fait. Puis on est que des humains, on arrive toujours à s'adapter, en fait. Mais sauf quand on se dit, oh là, ça va être trop dur, oh bah j'ai mal là, ou là, ça c'est dangereux, ça faut pas le faire, ça on m'a dit que. Voilà. Si on laisse pas le temps à son corps de s'adapter, il s'adapte jamais, en fait. Et donc, au bout de 15 jours, je suis revenu à l'état de la veille. À l'état de la veille de commencer mon néant. Et à votre avis, au bout de 41 jours, j'étais comment ? Biologiquement, j'étais encore en meilleure forme qu'avant d'avoir commencé, mais personne, même moi dans mes rêves les plus dingues, j'avais pas pensé à ça, quoi. Voilà, j'étais en meilleure forme. Bah, le corps s'est adapté, quoi. Voilà. Mais j'ai juste fait ce qu'on avait à peu près tous fait là, parce que j'ai pas vu d'invalide. On a tous appris à marcher, en fait. C'était super dur, en fait, d'aller entre 2 chaises. Puis un jour, on s'est lancé. C'était dur, mais on y arrivait. On l'a fait 10 fois, c'est devenu facile. Par contre, traverser la pièce, c'était très dur. Puis on l'a fait 10 fois, puis c'est facile. Et puis après, aller chercher le pain, c'était trop loin, mais on a réussi à le faire. Puis aujourd'hui, vous ne réfléchissez pas si vous avez les capacités à aller chercher le pain en marchant. Voilà. Donc si on ne se laisse pas du temps et qu'on ne progresse pas, etc., on n'y arrive jamais. Et ça, c'est aussi, je dirais, quelque chose sur lequel j'ai envie de vous alerter dans notre société. Alors moi qui ai la chance de vivre à Rayon, c'est de dire, c'est bon, on va peut-être se calmer aussi, quoi. Il faut accepter qu'il y a des choses qui prennent du temps. Voilà. Aujourd'hui, il faut aller tout plus vite, tout prendre au dernier moment, tout faire plus urgent qu'urgent, urgent au carré. Et voilà. Donc, mon corps s'est merveilleusement bien adapté. Et j'étais pas dopé. Voilà. Je dois être dans mon timing à peu près là. Hein, juste, j'essaye de vous. J'ai encore beaucoup de choses à vous raconter, mais moi, ce que j'aurais envie de vous laisser comme message, c'est de vous dire ce que je prends dans mes techniques à moi, c'est de me dire ok, quel sens je vais donner aux choses. Dans mon travail, dans tout, en fait, il y a des choses, on n'a pas le choix, c'est pas forcément agréable, machin, mais quel sens au global ça a pour moi. À partir du moment où j'ai donné du sens, on trouve toujours des ressources, quoi. J'ai une image qui fait beaucoup rire ma fille aînée, que comme elle savait faire, j'aime bien la donner. Je pense pas qu'il y ait de femme qui a accouché qui était heureuse, quoi. Et en même temps, on sait que c'est un gros effort et que la récompense en général, elle est plutôt belle, quoi.
Voilà. Donc c'est un effort qu'on accepte parce que ça a du sens, quoi. Alors, voilà. Et donc, je pense que ça, on peut tous le faire dans plein de choses. Sans aller chercher une course sur le cercle polaire, sans aller chercher je sais pas quoi, je sais pas où. Il n'y a pas besoin d'être dans l'extrême. À partir du moment où on a du sens dans ce qu'on va faire, et qu'on n'est pas là pour rentrer dans un moule, faire comme les autres, ou parce que ça a toujours été comme ça, on ne sait pas pourquoi, je sais pas, ça a toujours été comme ça, bon, on continue comme ça. Ça, je supporte pas ce mode de vie, quoi. Ça fait pas partie d'un truc. À partir du moment où on donne du sens, on trouve toujours la ressource, toujours. J'ai jamais vu de cas où ça n'arrive pas. Ça veut pas dire, je suis pas en train de vous dire que c'est facile. C'est deux notions différentes. Mais on acceptera l'effort, on acceptera de faire plus, on acceptera de se remettre en question, on acceptera d'innover, on acceptera de changer, on acceptera d'oser, on acceptera plein de choses, parce que ça a du sens en fait. Sinon on ne le fait pas. Non. La deuxième chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est que la confiance, c'est un moteur, c'est de la bombe atomique en fait. C'est que moi, vous vous rendez compte, j'ai eu la confiance de gens qui m'ont filé 153 000 € quoi. J'ai juste eu l'idée, tiens, on va boire un coup, je vais quadrupler un record du monde. Ouais, oui, vas-y, sors 153 000 €. Il y a des gens qui ont confiance quoi, en moi. Et à partir du moment où vous faites confiance et où vous travaillez pour vous montrer la confiance que vous avez envers les autres, vous allez développer un potentiel mais incroyable autour de vous. Sur vous et autour de vous. Voilà. Donc la confiance, c'est vraiment c'est indispensable. Et comme je vous en ai parlé sur certains petits détails, tout ce que j'anticipe, tout ce que j'imagine, que j'ai pas envie de vivre, ça me rend confiant en fait. Ça me rend confiant parce que je suis pas là, si ça m'arrive. Non, c'est si ça m'arrive, je fais ça, ça et ça. J'ai pas envie que ça m'arrive. Hein. Et puis d'ailleurs, comme je sais que ça peut arriver, je vais tout faire pour pas que ça arrive. Et en plus, si jamais ça arrive, je suis prêt à le vivre, quoi. Enfin, voilà. Donc la confiance, elle vient aussi de l'anticipation et de la capacité à ouvrir les yeux et à pas se les masquer comme c'est beaucoup plus simple à faire. Le dernier point que j'ai envie de vous donner, en ressources incroyables pour aller relever tous vos défis, quels qu'ils soient, c'est le plaisir. Parce que donner du sens, c'est bien, mais le plaisir, c'est bien. Voilà. Donc moi, niveau alimentation, je mangeais des brioches aux pralines, on me faisait des pâtes fraîches. Je vous garantis que j'ai pas bouffé une barre. Il peut y avoir marqué Power, Energizer, Super Power, Light. Ça, c'est le marketing. Moi, ce que je bouffe, c'est bon. Ça me fait plaisir. C'est mon truc. Ça vient de chez le boulanger. J'ai des gens qui venaient avec des flancs au caramel. Des gens, ils m'amenaient leur plat comme ça. Déjà, se dire, il y a des gens qui pensent à moi, qui viennent avec un plat par bonheur, alors j'ai rien demandé, et je vais le bouffer, t'inquiète pas. Et c'est juste génial, quoi. Voilà. Tous les soirs, les gens, mon équipe me sortait des médias et du public, parce que vous avez dû le voir. Voilà, il y avait enfin là, c'est pas le dernier jour. Oui, je vous l'ai pas dit. Le premier jour, je suis parti, il y avait 10 personnes pour courir avec moi. Le dernier jour, il y avait 8000 personnes qui m'attendaient sur la ligne d'arrivée. Enfin, même moi, je m'étais dit, on fera 1000 à peu près. C'était mon objectif, c'était de faire 1000 et de passer sur tous les journaux du 20h. Encore une fois, pas pour moi, parce que ça change rien à ma vie, et puis ça me nourrit pas une demi-seconde. Par contre, pour prouver à tous les gens que c'est possible et qu'ils arrêtent de te dire que le Loir-et-Cher c'est pourri ou que c'est je sais pas quoi, machin, qu'on peut en parler, je vais te prouver qu'on peut passer aux 20h. Voilà, c'était l'image un peu de se dire, ok, on a atteint l'objectif, quoi. Bon, on est passé sur TF1, France 2, l'équipe, le RMC. L'équipe, même en journal, on a eu 3/4 de page. C'est-à-dire que si vous regardez la Ligue 1, ils ont un quart. Hein. Donc on a eu 3/4 de page sur le record. Voilà, donc on a réussi à le faire. Ça matérialisait ce truc-là. Et on est passé de 10 à 8000 personnes. C'était juste un truc de fou. Et voilà. C'était un petit peu l'aventure que j'avais envie de partager avec vous. Il y avait encore beaucoup de choses, mais on va rester dans le timing. Et puis maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ouais. Attends, je remets juste l'autre diaporama. C'est sûr, vous allez le voir. Pardon ? Hop. Je vous change les photos parce que vous avez dû les voir plein de fois. Ouais. Comment et à quel âge vous avez eu ce déclic d'avoir cette force intérieure et de pouvoir se dépasser en quelque chose ? Alors, je vais répondre avec deux réponses.
enfin, il y a deux choses qui me caractérisent. La première, c'est à quel moment j'ai commencé le sport et le plaisir, etc. Je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dedans tout petit. C'est-à-dire que le sport, pour moi, ça fait partie, grâce à mon papa en particulier, et puis mon environnement général, ça fait partie de ma vie. Mais comme quand on met la table, on met des couverts, de l'eau et du pain, on réfléchit pas, bah moi on met du sport dans ma vie. Voilà. J'ai vécu dans cet environnement-là. Mon papa était maître nageur, j'ai appris à nager à 6 mois. J'allais 2 à 3 fois par semaine à la piscine. Enfin voilà, j'étais vraiment dans un environnement où tiens, il y a un vélo, il y a un ballon, il y a je sais pas quoi, il y a moyen de s'amuser dans le sport. Mais vraiment dans le sport, ça fait partie de notre vie, quoi. Pas je vais te battre ou je peux battre mon record. Ou voilà, j'étais pas du tout dans cet esprit. Après, pour ce qui est des défis, j'ai commencé à courir moi vers 28-29 ans. Et en fait, j'ai fait. Je pense que le plus gros basculement, ça a peut-être été mon premier marathon des sables, où j'ai fait une introspection où je m'imagine. Je suis pas parti du tout pour ça. Je suis parti pour vivre un truc dans le désert. Et je suis rentré. Ma femme m'a récupéré à Orly. Je dis bon, j'embrasse. J'avais que 2 enfants. Je les embrasse. Ils me récupèrent. Je suis à la porte. Elle s'ouvre. Et je dis bon, on descend à Rouen. Il dit non, on va à la maison. Non, on descend à Rouen. J'ai un truc à dire à ma grand-mère. Et j'ai compris des choses sur d'où je venais, ce qui me motivait, ce qu'on m'avait transmis, etc. Seul dans le désert en fait. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte. J'ai été beaucoup plus attentif à ma vie, à ce qui m'entourait, à ce que je pouvais faire moi, qui déclenchait un certain nombre de choses. Et puis après, l'appétit vient en mangeant, quoi. Mais, la deuxième étape, c'est ce fameux marathon des sables, quoi. Et alors juste pour la petite histoire, ma grand-mère n'a jamais fait de sport. Voilà, mais elle a eu 8 enfants, elle en a perdu 2, elle en a adopté 3, elle accueillait des handicapés, des machins, enfin elle a passé son temps à donner sa vie aux autres et à transmettre plein de valeurs comme ça, quoi. Et je me suis rendu compte en fait que je faisais des choses que j'avais imprégnées d'elle en fait, mais pas inconsciemment, quoi. Et au fil du temps, je les ai conscientisées, on va dire. Sans être trop indiscret, vos enfants ils sont malades comme vous aussi? Non, alors j'ai toujours veillé avec mon épouse de manière vraiment très attentive à ce qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Donc, je voulais juste qu'ils fassent du sport, ça c'était indispensable dans la vie. Mais alors, ils faisaient le sport qu'ils veulent, à la vitesse qu'ils veulent, machin. Voilà, j'ai jamais eu de comparaison, d'ambition pour eux, de machin, c'est leur vie. Et au final, là, je viens de passer 10 jours avec les 2 plus grands. On a fait la montagne en long, en large, en travers, en hauteur. Donc les 2 plus grands, enfin les 3 pratiquent le sport, mais leur sport, leur plaisir. Voilà. Et ça me réjouit énormément de leur transmis ce plaisir du sport et pas ce plaisir de se comparer ou de se mesurer. Vous avez parlé de préparation sportive, par exemple en nageant avec un bras. Après, vous avez parlé de mantra. Est-ce qu'il y a une préparation mentale associée quand même pour se dépasser Non, il n'y a pas de mantra. Pour moi, c'est du sens. Et je dirais que c'est... En fait, je crois que le succès à tous les projets, c'est l'équilibre. Et ce qui est même... plus on est performant, plus on joue dans l'extrême, plus c'est même dangereux parce qu'on se fait happer par quelque chose. Je sais pas, je vais te donner un truc, tu as joué à un vélo. Je vais te donner un exemple. Là, regarde, tu dis là tu peux gagner 10 grammes là-dessus, 50 là-dessus, machin, un truc là. Bon, 10 grammes c'est 500 €. Hein. Non, mais on peut gagner et on se laisse prendre, Et au final, j'ai un nouveau vélo moi depuis 2 semaines, là, même pas 10 jours. Et le gars il dit tiens, je t'ai mis un monoplateau, on gagne 150 grammes et tout. Et je dis et pour faire quoi en fait? Il dit on gagne 150 grammes. Ouais, par contre quand il y a une montée, je fais quoi? Je monte de 3 dents d'un coup, je sais pas quoi, etc. Et j'ai besoin d'avoir de la logique, de la compréhension dans ce que je fais. Et je suis pas du tout dans la mantra qui va m'élever au-dessus de tout. Pour autant, je suis préparateur mental. Donc le mieux, c'est d'y arriver pour moi-même. Et j'essaye, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est de donner du sens, de trouver mon plaisir. Voilà. Et je pense que quand j'ai cette ligne d'équilibre où par exemple, quand je suis à 6000 mètres d'altitude et que j'ai 300-400 mètres de vide de chaque côté et que je dois marcher sur un truc, je peux pas à ce moment-là me dire est-ce que ma femme elle est heureuse si elle pense à ci, parce que là je dois être à 200% là-dessus, quoi.
Et parce que j'ai cet équilibre et que j'ai rien laissé à me dire ça va bien marcher, je regarde pas. Non, au contraire, je vais bien regarder tout pour me sentir vraiment heureux, performant, et ça me permet de tout donner dans chacun des domaines. Ça me fait penser, tu parlais du sommeil. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps je dormais ? Ah oui, j'ai oublié un autre truc très important. Moi, un Ironman, c'est entre 9h30 et 9h50, dans ces eaux-là, sur un Ironman on va dire normal. Et là, j'avais décidé que je les ferais en 13 heures pour être capable d'en faire. Voilà. Et en fait, la vraie difficulté, c'est quoi ? Bah non, c'est de pas écouter les autres. Bah ouais, parce que le truc c'est vas-y, Luno, t'es lent aujourd'hui, putain, on pourrait faire ça. Je suis pas là pour flamber pour les potes en fait. Si j'ai donné du sens à mon truc, en fait, je me suis auto-investi dans un projet pour faire parler du Loir-et-Cher. Je suis plus là pour faire parler de Chorgnon et de faire ce que j'ai dans les cannes, quoi. Ça, c'est mon problème. Donc il y a un moment, j'oublie pas mon objectif, quoi. Et à ce moment-là, c'est 13 heures. Et j'ai jamais, pas une seule journée regardé mon chrono. Et vous savez combien de temps j'ai fait en moyenne ? Parce que 13 heures, 1 minute. J'étais pas mal quand même. Et vraiment, j'ai fait au feeling du début à la fin, quoi. Mais dans l'idée de me dire, ok, mon objectif, c'est pas de faire voir ce que je peux faire, ce que je vaux ou de montrer mon niveau. C'est de dire, je veux assurer 41 jours, quoi. Voilà. Et donc, pour en revenir au sommeil. 8 heures. Alors on se rapproche. Entre 2 et 4 heures. Entre 2 et 4 heures, et alors là, je veux dire, c'est pas possible, moi il me faut mes 8 heures, mes machins, c'est comme le reste. Si on commence à dire que c'est pas possible, on n'y arrive pas. Si on prend le problème à l'envers, c'est pas parce qu'on a décidé qu'on va dormir 2 heures qu'on dort bien. Hein. Mais par contre, je peux vous garantir que moi j'ai fait des trucs où je dormais 1 heure, mais pendant plusieurs jours d'affilée, je suis en pleine bourre. Vraiment en pleine bourre. Après, ça se travaille. On passe pas de 7 heures à 1 heure ou de 7 heures à 2 heures. C'est comme l'entraînement physique, c'est comme plein de choses. Si on a décidé qu'on va investir ce domaine-là, on va se laisser du temps, on va comprendre pourquoi on veut le faire, on va essayer des choses qui ne marchent pas, on va objectiver les choses, et puis on y arrive. Et moi, ma vie, c'était de dormir entre 2 heures et 4 heures les grands jours, mais le matin, j'étais levé à 5 heures. 6h30, j'étais dans le bassin, parce que moi, j'ai besoin, ça fait partie de mon équilibre, de prendre 1 heure toute l'année pour déjeuner. Je suis heureux le matin, en fait. Je m'éveille, j'ai le temps de réfléchir. Je suis pas dur. Attends, je boufferai le pain au chocolat dans la voiture, le truc, j'ai gagné. Pour moi, ça, c'est pas du repos. Chacun le prend comme il veut, mais moi, là, je suis déjà plus fatigué que. Voilà. Par contre, m'émerveiller des oiseaux quand je suis à La Réunion, ou de je sais pas quoi, ou même d'être même dans le Loir-et-Cher, le jour qui se lève, etc. et tout, d'avoir le temps de penser, d'avoir le temps que mon corps il se réveille, etc. C'est beaucoup, beaucoup plus fort pour moi. Donc je passe 1 heure le matin pour déjeuner. Ensuite j'avais une demi-heure. J'étais à 10 minutes de la piscine, même pas pour. Voilà. Ensuite on me faisait les soins et tout. J'arrivais, l'arbitre il me voyait à 6h29 pour démarrer à 6h30. Hein. Voilà. Autant je peux pas renier sur le petit-déj, autant l'à côté j'avais réglé les trucs. Je terminais mon Ironman vers 19h30. À partir du moment où je veux faire quelque chose pour le Loir-et-Cher, on est d'accord que l'objectif c'est de faire parler. Si en arrivant je dis j'ai les sons, le truc, j'ai pas le temps, non, je suis là pour le public, je suis là pour les médias, donc je prends leur temps de leur répondre. Je vais pas leur dire ils en parlent pas, mais je suis pas dispo. Donc je prenais du temps pour eux. Ensuite j'avais tous les soins médicaux, etc. Ensuite les repas, voilà, et en général je rentrais chez moi, il était minuit. Donc là j'aurais pu dormir, on est d'accord, 5 heures. Mais en fait, ce qui me rendait encore une fois super performant, c'était de regarder mon bureau, et là j'allais travailler. Et je dis, tel dossier, ça c'est fait. Ça, il a juste besoin d'une info, je lui transmets, machin. Je me relève le matin, j'y pense même plus, quoi. Je suis super serein. Tous mes dossiers sont gérés. Les gens qui attendaient quelque chose de moi, ils ont une info, etc. Donc je dors 100 fois mieux, et je suis reposé 100 fois plus que la moyenne. Et ça, je peux vous garantir que mon médecin, il a fait plein d'études. Et je travaille même avec un chercheur dans une faculté sur le sommeil. En fait, sur le fait que le sommeil, il ne dépend pas du nombre d'heures qu'on y passe, mais de la qualité. Voilà. Et moi, je suis capable, et c'est pas une image, je mets un pied dans le lit, c'est pas certain que j'ai eu le temps de mettre le deuxième avant de m'endormir.
je sais m'endormir instantanément où je veux, quand je veux. Je peux m'endormir sur la chaise, par terre, dans le sable, ce que vous voulez. Quand je déclenche mon sommeil, je le déclenche où je veux. Voilà. Mais ça se travaille. Je ne suis pas un miraculé, je ne suis pas au-dessus des lois de la nature, je suis comme tout le monde, je suis comme vous. Il y a chacun d'entre vous, si vous aviez envie, et ça n'aurait du sens que si ça a du sens pour vous, en fait. Il n'y a aucun intérêt à vous dire, tiens, je vais faire comme lui, je vais dormir 2 heures, ou je sais pas quoi. Pour faire quoi? Pour dire au prochain dîner de famille, t'as vu, maintenant je dors 2 heures, et je fais le ménage le matin, et puis je repars mon vélo, on s'en fout, en fait, oui. Et il y a tellement de choses aujourd'hui dans nos vies, où les gens, en fait, ils vivent par rapport à l'image qu'ils ont et par rapport aux autres. C'est pas des choix d'eux-mêmes, quoi. Voilà. Mais si vous avez envie, vous le trouverez, des astuces pour dormir moins. Et alors, oui, pour la petite histoire, on m'a déjà déplacé de plus de 100 mètres pendant que je dormais, je me suis jamais réveillé. Voilà. Quand je coupe, je coupe. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Le temps de récupération derrière? Je vais faire une double réponse. Parce que ce qu'on m'a souvent dit, c'est de dire ça va être terrible. Mais même les 5 derniers jours, ça va être terrible quand tu vas t'arrêter. Alors le truc, mais j'ai vu toute la terre entière était en train de pleurer autour de moi, de dire mais mon pauvre, qu'est-ce qui va t'arriver? Maintenant tu fais ton corps, il est habitué à faire un Ironman tous les jours, mais comment il va faire? Tu vas trembler comme ça. Non, en fait, je vais juste vous dire, je me suis préparé mentalement après, quoi. C'est-à-dire que je me suis préparé à me dire, ok, t'as 41 jours, quand t'as 41 jours, t'as une autre vie, t'as d'autres choses. Et en fait, alors tiens, il y en a une qui a fait le marathon des sables, peut-être d'autres. Mais moi, je me rappelle mon premier marathon des sables, on me parlait, puis d'un coup, j'étais plus là. J'étais sur une dune, j'étais en train de faire ma bouffe, en train de me soigner les pieds, enfin voilà. Ça vous est tous arrivé de passer des super bonnes vacances sans aller faire le marathon des sables, et puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, mais en pleine journée, quoi. La tête, elle est partie, quoi. Parce que en fait, on est sur un temps faible de notre activité, et c'était tellement fort et prenant chez nous que l'esprit est reparti sur ce moment de bonheur. Bah, le sachant, en fait, je me suis organisé une vie où dès le lendemain, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Bon, le lendemain, je me suis tapé tous les médias, les machins. Le surlendemain, je partais en vacances avec mes enfants. Non, le surlendemain, on s'est fait Astérix. C'est vraiment pas l'endroit où j'ai envie, mais mes enfants ont envie de le faire. Ça tombe bien, c'est à moi de rendre l'appareil, donc on va se faire ça. Et le surlendemain, on était partis en vacances. Voilà. Et en fait, j'ai occupé mon esprit et mon corps à d'autres choses, et puis ça se passe très bien. Pardon ? Les footings le matin pour les vacances ? Ouais, bah ça fait juste partie de ma vie. Il n'y a pas besoin de faire une récup pour ça. Prendre l'air. Ouais. Et les prochains défis, du coup ? Alors j'en ai 2. Le premier, ça va être. En fait, je voulais arrêter d'être dans la. Enfin, je voulais surtout ne pas être prisonnier de mon image. C'est-à-dire, Chorion, il va plus haut, il va plus loin, il en fait plus, il fait je sais pas quoi. Et c'est mes envies à moi. J'ai rien à prouver, je m'en pas, c'est pas mon métier. Voilà. Donc je me suis dit, je vais pas faire plus pour faire plus et montrer que je peux faire plus. Donc il faut que je sorte de ça en fait. Mais par contre, j'ai besoin d'être ambitieux et j'ai besoin du côté impossible. Ok, ben on y va, quoi. Donc je me suis lancé l'idée de battre tous mes records que j'ai fait il y a plus de 10 ans. Sinon on demande normalement à n'importe quel entraîneur, à n'importe quel médecin, machin, il va dire ok, il est passé 50 ans, c'est pas possible. Ah bah ça tombe bien. C'est de ça que je voulais te parler. Donc ça y est, je suis reparti là-dedans et il n'y a que le résultat qui compte. Donc quand j'aurai fini dans quelques mois, ça, on saura, mais en tout état de cause, j'ai retrouvé un niveau d'entraînement que j'avais il y a 15-20 ans. Aujourd'hui. Je suis capable de le traduire le jour de la course, mais voilà. Du coup, c'est quoi tes défis sur 10 semi-marathon que tu dois atteindre? Moins de 2,45 sur le marathon, 34 sur le 10, et puis c'est surtout sur Ironman où je voudrais mettre mon record. Donc, ouais. Et puis j'ai un deuxième défi sur la fin d'année à La Réunion. Je veux faire le tour de l'île le plus improbable en étant autonome de l'île de La Réunion en faisant un maximum de sport en 36 heures. Donc je vais faire le tour complet en nageant en pleine mer
sachant qu'il y a un risque requin, mais que je suis pas encore assez débile pour me dire que je vais le faire. Voilà. Donc il y a un risque. Comment je me prépare à ce risque-là? Évidemment, j'ai déjà des pistes et des équipes avec qui on travaille là-dessus. Je vais faire du kayak, je vais faire du vélo contre la montre, je vais faire du VTT, je vais faire du trail. Je suis en train de passer mon brevet de parapente pour redescendre plus vite d'un endroit tout seul en parapente. Je vais passer dans 2 mois mon brevet de parachutiste aussi pour un autre secteur. Je vais faire de la spéléologie, je vais faire une descente en rappel de 100 mètres pour couper un grand bout de parcours. Enfin, voilà, il y a un peu de tout en 36 heures. Voilà, donc j'ai juste, là j'ai rien, je veux pas chercher un record, machin, c'est juste vis-à-vis de moi, j'ai besoin de chercher que des trucs que je sais pas faire. Voilà. Ouais. Bon, ça c'est sur le cercle polaire, ça. Et t'as jamais subi d'échec? J'en ai subi un qui a été un vrai bonheur pour moi en fait. En fait, j'ai fait découper. On m'a dit que c'était pas possible, donc j'ai fait le premier Ironman de l'histoire sur le cercle polaire. J'ai fait découper une piscine de 25 mètres au milieu du cercle polaire. Donc j'ai nagé dans une eau à moins 0,3 degrés, mais 3,8 km. Et après, bon, j'ai fait le reste de mon Ironman comme ça. Un échec, ça a été mon premier Londres-Paris. En fait, je me suis entraîné. J'avais, moi, la natation, c'est le moins bon de mes 3 sports. Je sais nager, hein, j'ai pas de soucis, mais c'est de mes 3 disciplines, c'est là où je suis le moins à l'aise. Et alors là, j'ai bouffé des centaines de kilomètres d'entraînement, etc. Enfin, voilà, je suis allé en mer sans arrêt. Enfin, j'ai essayé plein de combis. Enfin, j'ai fait j'ai nagé 17 heures. 17 heures, j'étais dans les chronos, tout allait bien. Et de 17 à 22 heures, j'ai pas arrêté de nager. J'ai pas bougé. Contre les courants, et puis rien à faire. Je suis passé sous le bateau tellement il y avait de houle. Mais je me suis fracassé sur le bateau, je sais pas 30-40 fois. Mais fracassé. J'ai été balancé par la mer sur la coque du bateau, je suis passé dessous, enfin, voilà. Et en fait, des courants terribles, beaucoup de houle. Et on voyait la côte et je me suis arrêté à 1 kilomètre de la côte. Enfin, je me suis arrêté, on m'a arrêté. Parce que moi, il était hors de question que je m'arrête. C'est un détail qui a peut-être beaucoup d'importance par rapport au message que je vais vous passer. J'ai une équipe qui me suit, qui est bénévole, qui est extraordinaire, qui m'amène toutes ses compétences, que ce soit des médicales, sportives, diététiques, tout ce qu'on veut. Et donc mon équipe me suit, prend des congés. J'ai un médecin qui prend des congés pour moi, j'ai un kiné qui prend des congés. Vous connaissez un peu leur planning. Et vraiment, c'est super fort en fait de me dire, il y a quand même des gens qui croient tellement en moi, qui font ça, quoi. Et donc on part avec toute l'équipe, on est à Londres, je bats le record sur la course à pied, je suis vachement bien, je cherchais même pas le record, mais au final voilà, ça s'est plutôt bien passé. Et puis je pars sur la Manche, et là je vais te bouffer, quoi. C'est parti pour moi. Et je nage et en fait au bout de 17 heures je suis à un endroit, et là les courants, il y en avait déjà pas mal avant, mais là ils deviennent vraiment très intenses. Et je suis bloqué. Et au bout de 20 heures, l'arbitre officiel qui est sur le bateau me dit là c'est mort, faut que tu remontes. Et je regarde, je dis non, je parle pas anglais. je continue, ouais. Au bout de 21 heures, elle me dit je comprends pas. Et donc je continue à nager. Et là j'étais nuit noire, enfin je voyais même pas où j'allais. Il y avait tellement de houle que je pouvais aller pas à la côte. Je leur demandais où elle était en fait, savoir si ne serait-ce que j'étais à peu près dans le bon sens. J'étais dans une machine avec. Et au bout de 22 heures, mon équipe me dit on considère que tu es en danger. Ouais, non mais moi ça va. Et oui, mais nous on considère que tu es en danger et il faut que tu remontes. Voilà. Moi je peux vous garantir qu'on m'aurait fait nager encore 30 heures, je nageais. Enfin, et à un bras et à ce que vous voulez. Enfin, j'avais aucun problème avec ça, quoi. J'étais tellement prêt physiquement comme mentalement. Sauf que c'est mon équipe, quoi. Et c'est pas mon équipe quand ça m'arrange et pas mon équipe quand ça m'arrange pas, quoi. Voilà. Donc je leur alloue de la confiance sur plein de choses et ils savent que je suis pas du genre à abandonner parce que j'ai un bobo ou j'ai ci ou j'ai ça, etc.
Par contre, si eux considèrent que je suis en danger, et même si je partage pas, je vais accepter leur choix, quoi. Donc je suis remonté sur le bateau parce que eux me l'ont demandé, en fait. Ouais. Et donc l'année d'après, j'y suis retourné et j'ai fini les 3 derniers kilomètres à un bras, personne n'est au courant. Et je me suis dit, sur la manche, je vais te bouffer. Donc là, j'ai tellement bien te bouffer que ils m'ont demandé, ils se demandaient ce qui arrivait. En fait, j'ai tout nagé à un bras, en fait, les 3 derniers kilomètres, en me disant que. Et on s'est pris les mêmes courants, mais j'étais tellement prêt mentalement et techniquement surtout, parce qu'en fait, ce qui m'a manqué, c'est la technique. Voilà, je l'ai découvert plus tard, mais c'est un peu. Enfin, ceux qui font de la voile ou quoi, avec les courants, c'est pareil. Quand on a le courant de tonge, en fait, il faut prendre des. Et ça, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Voilà. Donc c'était ma faute. Je me suis mal préparé. Enfin voilà, j'ai beau avoir passé des dizaines et des dizaines d'heures en pleine mer, ça suffit pas, quoi. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose que je peux vous inviter à réfléchir. Mais moi, je considère que je suis responsable de tout ce qui m'arrive. Voilà. Pas pour me flageller. C'est juste que déjà, ça m'évite de perdre du temps. Ah, c'est la faute à qui? Tu te rends compte, et ça change quelque chose ou non? Bon, alors, moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'essayer de réussir dans ce que je suis. Donc je considère que je suis responsable. Et puis je considère tellement que je suis responsable que je pense que vous avez tous fait ça. Vous souriez à quelqu'un, c'est bien rare qu'il ne vous sourie pas. Ça veut dire que si on commence, nous, à faire des efforts, en général, les autres en font. Hein. Voilà. Plutôt que de se dire, bah, l'autre, il ne sourit jamais. Si tu commençais peut-être par les sourires. Voilà. Donc moi, je suis vraiment dans l'état d'esprit de me dire, ok, si commence par regarder ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, et tu vas comprendre un peu ce qui se passe autour de toi, avec ta famille, avec ton équipe, avec ton patron, avec tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'était moi le responsable. Je me suis pris la tronche dans le bateau des dizaines de fois là, parce que je savais juste pas que j'avais le droit de changer de côté, en fait. Donc je suis bien resté à droite du bateau. Voilà. Et ça, c'est moi, enfin, pas là. Je me suis trop focalisé sur le physique et pas assez sur l'environnement. Le nombre d'heures que vous faites de sport par semaine, du coup, en prépa et hors prépa alors, hors période là, parce que je suis en train de bouleverser un peu mon planning pour mes nouveaux records là. Mais moi, ma vie normale, c'est les jours de repos, c'est 1 heure de sport. Les jours où j'ai pas trop le temps, c'est entre 1 et 3 heures. Et les jours où je suis bien, c'est entre 10 et 15. Ah oui, 10 et 15 heures. Ouais. Mais moi, je suis capable. Mes gamins étaient petits, et je le fais toujours, mais même petits, je skiais la journée avec eux, je bouffais la raclette avec eux, on regardait même un film ensemble, on se couchait, je me couchais avec ma femme, j'attendais que tout le monde ronfle, 15 minutes après, j'étais parti à la montagne, je courais toute la nuit. Et le lendemain matin, je vais arriver avec les petits croissants, etc., et personne n'a rien vu. Voilà. Ça, c'est la façon dont je suis capable de m'organiser et pousser à l'extrême en me disant, ok, je vais pas toucher à ce qui est important pour moi, ma famille, machin, il n'y a pas de raison de dire, tu te rends compte, je suis sportif, vous avez tous bouffé des pâtes, ou manger, je sais pas quoi, d'ailleurs, de manger de pâtes, mais ils n'ont pas à subir ma vie, quoi. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important, et c'est pareil dans le management, hein. Vous pouvez vous dire, ah, mais moi j'ai une équipe, j'ai du stress, du machin, et alors moi j'ai rien à faire dans la vie. Voilà. Pourquoi les autres auraient à subir ta vie, quoi. Voilà. Donc moi je suis vraiment dans cette notion d'équilibre qui me permet de... Encore une fois, je vous dis, je pense que, en tout cas pour moi, ma performance, elle vient de l'équilibre général, et pas de me dire, là, j'ai vraiment progressé là-dedans, ou j'ai vraiment progressé. Vos frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs. J'ai une grande sœur, ouais. Elles sont câblées comme vous ou... D'après... alors, ma sœur ne fait pas du tout de sport, elle en faisait quand on était enfant, mais pas plus. Mais ma femme et mes enfants ont l'habitude de dire qu'on est effectivement un peu pareil. C'est-à-dire qu'elle est plus dans le monde de l'entrepreneuriat et elle vend une boîte, elle en rachète 5, elle fait des trucs, elle a une idée qui lui passe, elle achète un truc au Maroc, elle en revient là, voilà. Effectivement, on n'est pas trop dans l'esprit où on a un problème, mais on a à chercher comment on va finaliser l'idée qui vient de nous passer dans la tête. Ouais. Mais je pense que c'est pas lié au sport. En fait, moi, je fais ce parallèle-là parce que je l'exprime dans le sport, mais vous l'avez dans n'importe quel domaine. Ouais. Est-ce que votre femme a fait du sport? Du tout. Mais alors, vraiment du tout. Et en fait, on arrive à faire... Enfin, elle n'aime pas ça. Je lui rappelle juste que c'est bon pour sa santé et que qu'elle irait marcher, faire je sais pas quoi, ce qu'elle veut, ce serait juste bien pour elle. Donc ça, je manque jamais de lui rappeler et j'ai réussi à passer
1 à 2 heures par semaine à faire du sport avec elle, à sa vitesse, où elle veut et dans ce qu'elle veut, juste pour qu'on soit ensemble en fait. C'est aussi un moment où on peut partager du temps, etc. Ce qui me demande beaucoup d'efforts d'ailleurs. Pas d'être avec ma femme. Hein. Mais alors je sais pas s'il y en a qui font du sport. Il n'y a pas besoin d'être une femme d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Hein. Mais alors quand vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas de votre niveau, c'est vraiment très dur physiquement de courir comme ça. J'ai mal de partout, voilà. Mais je le fais avec tellement de plaisir que j'oublie ces petits mots. Et finalement c'est plus dur. Non, parce qu'on pourrait voir avec tout ce que vous faites que vous pourriez mettre une pression et attendre. Vous êtes tellement dans la performance et tout ça que je me dis, faut vous suivre quoi. Souvent ils me racontent que je les fatigue quand même. Alors, moi, et je vous l'avais pas dit, mais je suis aussi président de 2 associations, j'étais organisateur de plein de courses et tout. Et en général, la phrase qui est aussi bien dans la famille que dans mes assos, c'est je leur dis j'ai une idée. Comme si je dis j'ai une idée, en général, tout le monde me passe sous la table. J'ai rarement une idée qui va pas au bout. Mais on est assez différents et je trouve aussi mon équilibre à travers. Vous savez de rien faire ? Non. Pour de vrai, c'est pas une connerie. J'ai un canapé chez moi, j'ai jamais été dans le canapé de ma vie. Si, une fois. À Noël, parce que j'ai mon fils qui m'a offert un cadeau en me disant que j'allais être grand-père, donc j'étais heureux. Voilà. Mais sinon, je regarde pas la télé. Voilà. C'est pareil, si vous voulez gagner du temps, enlevez la télé, les réseaux sociaux et tout ça, vous allez gagner 3, 5, 6, 7 heures. Sur votre vie, vous allez voir que ceux qui se disent débordés, ils vont trouver du temps. Chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est-à-dire que quand on commence par dire non, j'ai pas le temps, analyse ta vie, puis tu fais les choix que tu veux. Et... C'est bon pour moi. Allez, j'en profite, je me fais plaisir. Je m'étais noté quelques petites devises. C'est le matin, tu peux rester couché pour poursuivre tes rêves ou te lever pour les réaliser.